Si on vous faisait participer à un concours où vous pouvez gagner 16 millions de dollars ou passer le reste de votre vie avec une dette écrasante, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les jeux mortels dans Liar Game. Cette fille va jouer sa vie. Nao rentre chez elle et trouve un mystérieux paquet à l'extérieur de sa chambre avec une enveloppe noire. Curieuse, elle ouvre le paquet et découvre des liasses de billets empilés à l'intérieur. La jeune fille n'en croit pas ses yeux et elle lit la lettre, découvrant qu'elle a été inscrite au tournoi du Liar Game. Et elle sera bientôt obligée de jouer les coups les plus tordus qu'elle puisse imaginer pour pouvoir gagner. La jeune fille examine la boîte et découvre qu'elle contient exactement 100 millions d'yens. Et elle décide de regarder le contenu de la cassette VHS. Elle la met dans le magnétoscope et voit une vidéo dans laquelle une marionnette se présente comme le croupier et lui révèle qu'étant donné qu'elle regarde cette vidéo, Nao a accepté de participer au Liar Game. Et elle ne peut plus faire marche arrière. Le croupier explique que pour le premier tour du tournoi, les joueurs doivent voler l'argent de leurs adversaires, par tous les moyens, et que celui qui aura le plus d'argent au bout des 30 jours sera le vainqueur. À la fin du tour, un agent sera envoyé pour récupérer l'argent, et le gagnant pourra garder ce qu'il a volé, tandis que le perdant sera obligé de rembourser la totalité de la somme perçue. La jeune fille est bouleversée, et elle se rend au poste de police pour porter plainte. Mais l'agent de police lui dit que puisque l'argent lui a été envoyé directement, il n'a pas été volé. Ça signifie que la police ne peut pas aider la fille, et que Nao doit le protéger seule. De retour chez elle, elle se demande ce qu'elle doit faire, quand elle entend soudain quelque chose tomber dans sa boîte aux lettres. Elle va dans l'autre pièce, ouvre sa boîte aux lettres et trouve une enveloppe étiquetée « Adversaire ». À l'intérieur se trouve une lettre révélant qu'elle va affronter son ancien prof de collège. Mais elle se rendra vite compte qu'il est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Plus tard dans la journée, Nao décide de rendre visite à l'homme pour parler du tournoi. Mais il lui explique que le jeu est en fait une arnaque. Il pense que les organisateurs vont secrètement voler l'argent donné aux joueurs pour les forcer à s'endetter. D'après elle, c'est tout à fait logique. Il lui suggère alors de placer son argent avec le sien dans un coffre-fort, pour que les organisateurs ne puissent pas le reprendre. La jeune fille est soulagée qu'il puisse l'aider, et elle lui remet son sac d'argent. Mais c'est là sa plus grosse erreur. Ce qui est terrifiant, c'est que ce n'est que le premier des nombreux jeux dans lesquels elle sera piégée. Et si elle n'apprend pas à penser par elle-même, ça ne fera qu'empirer. Ok, cette fille est complètement idiote. Elle aurait dû savoir que remettre l'argent était une mauvaise idée, mais le pire dans tout ça, c'est que tout ce que son prof a dit, elle aurait pu le faire par elle-même, sans son aide. Pour lui donner un peu de crédit, il va sans dire que dans un jeu comme celui-ci, il est judicieux de ne pas faire confiance aux informations qu'on vous donne. Pour autant que nous le sachions, le prof pourrait avoir raison, et il pourrait s'agir d'une sorte d'escroquerie, parce que si quelqu'un est prêt à donner un total combiné de 1,5 million de dollars américains à deux inconnus, il est raisonnable de supposer qu'il y a un piège, et que la personne la plus susceptible d'en tirer profit, c'est pas vous. Personne ne dépense une telle somme sans obtenir quelque chose en retour, et il est fort probable que ce soit à vos dépens. Le problème, c'est que ce n'est pas la seule façon d'envisager ce scénario, parce que si le jeu est réel et que les règles sont vraies, il est évident qu'elle perdra en lui remettant l'argent. Si c'était moi, j'aurais tenté un coup de bluff, et j'aurais accepté sa proposition d'aide, mais j'aurais ensuite insisté pour que nous allions ensemble à la banque pour m'assurer que l'argent a bien été déposé. Ça aurait obligé le prof à admettre qu'il a menti, parce que cet homme devrait savoir que si vous prenez 1,5 million de dollars et que vous demandez à les déposer dans un coffre-fort, il y a très peu de chances que la banque vous laisse le faire. La plupart des banques limitent la valeur des objets dans les coffres, parce qu'elles sont beaucoup moins sûres et qu'elles ne veulent pas être tenues pour responsables en cas de vol. Pire encore, le fait de stocker autant d'argent en liquide donne l'impression que vous essayez de le cacher au fisc. S'il semble que nous avons acquis cet argent illégalement, il y a beaucoup plus de chances que notre demande soit rejetée. Et sans aucun document prouvant qu'il nous appartient, c'est pas une option viable. Maintenant, cette jeune fille ne sait pas à qui faire confiance. Il aurait été beaucoup plus intelligent de suivre le conseil du prof et de garder son argent sous clé, pour s'assurer qu'elle ne perdra pas le jeu et qu'elle ne sera ni tentée de dépenser l'argent, ni de tomber dans une sorte d'escroquerie. Au lieu de réfléchir à tout ça, elle a décidé de tout miser sur sa conviction que son prof de collège était une bonne personne. Aussi stupide que ça puisse paraître, vous seriez surpris de constater à quel point nous commettons souvent les mêmes erreurs dans notre vie quotidienne. Et c'est ce qu'on appelle la pensée heuristique. Quand on est confronté à un choix très complexe comportant un grand nombre de facteurs différents, l'esprit humain a une façon de raccourcir la résolution du problème en le généralisant, jusqu'à ce que nous atteignions ce que l'on appelle le biais cognitif. Ce qui signifie que vous êtes statistiquement plus susceptible de tirer des conclusions inexactes, même si vous avez utilisé un cadre logique pour y parvenir. Par exemple, cette jeune fille connaît personnellement cet homme depuis 3 ans. Elle n'a pas eu d'expérience négative avec lui dans le passé, et il lui propose de l'aider. Il est donc plus facile pour elle de lui faire confiance à lui plutôt qu'au jeu. Et c'est exactement le genre de biais cognitif qui contribue à faire le pire choix possible. Ce soir-là, la jeune fille rentre chez elle et découvre que les organisateurs ont envoyé une autre lettre. Cette fois, la lettre l'avertit qu'elle a accumulé une dette de 100 millions de yens et qu'elle est en train de perdre le jeu. Inquiète, elle appelle son prof pour lui demander ce qu'il est advenu de l'argent. Et l'homme lui explique que la lettre est une ruse destinée à les rendre méfiants les uns envers les autres. Le croyant, Nao décide de s'excuser d'avoir douté de son prof et elle rend visite à l'homme le lendemain.
Mais alors qu'elle s'approche de lui, la jeune fille surprend quelque chose qui lui brise le cœur. Au téléphone, son prof se vante auprès de son ami de l'avoir piégée en prenant son argent et qu'elle a été assez stupide pour lui faire confiance. Le lendemain matin, elle tente de signaler le vol à l'officier de police, mais l'homme lui explique qu'elle ne peut pas prouver que son argent a été volé parce qu'elle l'a donné de son plein gré. À la place, il lui suggère de demander conseil à un escroc qui vient de finir sa peine, et n'ayant pas d'autre choix, elle décide de partir à sa recherche. Arrivée à la prison où l'homme est libéré, la jeune fille est soudain projetée au sol, et quand elle lève les yeux, elle voit qu'il s'agit de l'escroc en question. La jeune fille supplie Akiyama de l'aider, mais l'homme n'est pas intéressé et s'éloigne rapidement. Elle le poursuit, refusant d'accepter qu'il lui dise non, et il lui promet de l'écouter. Elle lui parle du liar game en expliquant que l'argent lui a été volé, et l'escroc élabore rapidement un plan. Il rend visite à son prof et lui demande de rendre tout l'argent. Mais le vieil homme insiste sur le fait que ça n'arrivera pas. Le coffre-fort qu'il a utilisé n'est pas accessible après 17 heures en semaine. Mais c'est à ce moment-là que Nao l'interpelle, révélant qu'elle l'a entendu se vanter d'avoir volé son argent. L'escroc menace d'appeler la police s'il ne rend pas l'argent. Mais le prof affirme qu'il n'a pas commis de crime selon les règles du tournoi. Son mensonge révélé, l'homme admet qu'il a piégé la jeune fille. Mais il leur dit qu'il a plus besoin d'argent qu'elle, et qu'il fera tout ce qu'il faut pour gagner. Cette nuit-là, Nao se sent prête à abandonner. Mais cette fois, l'escroc a un plan différent. Le prof a mentionné que le coffre-fort n'est pas accessible après 17 heures en semaine. Et la jeune fille se rend compte que le dernier jour du jeu sera un dimanche. Ça signifie que le prof devra retirer l'argent le vendredi. Et c'est à ce moment-là qu'ils le lui reprendront. Mais Akiyama ne propose son aide que si elle lui verse 50 millions d'yens. Autrement dit, ils devront voler l'argent du prof pour qu'elle puisse payer ses services. Mais la jeune fille n'a pas d'autre choix et accepte le deal. Le lendemain matin, Nao rend visite à son prof et il menace de lui voler tout son argent, avant de s'enfuir. Ça fait partie de leur plan pour le rendre paranoïaque sur ce qu'il pourrait faire et le pousser à faire une erreur. Au fil des jours, ils espionnent tous les deux le prof et surveillent constamment ses moindres faits et gestes. Alors qu'il ne reste plus que 7 jours, la jeune fille craint qu'il n'ait perdu du temps. Mais Akiyama explique qu'ils attendent le moment idéal pour frapper. Le vieil homme deviendra de plus en plus parano au fur et à mesure qu'il attendra qu'ils agissent. Et son comportement a déjà révélé quelque chose d'important. Il n'a pas quitté sa maison depuis des semaines. Et la seule raison possible, c'est qu'il protège l'argent qu'il y a caché. Ok, cette jeune fille n'a pas retenu la leçon. Elle a déjà commis l'erreur de faire confiance à son prof de collège. Mais elle aurait dû se rendre compte qu'un escroc serait encore plus enclin à profiter d'elle. Ce type vient de sortir de prison et n'a probablement pas un seul yen à son nom. D'après le jeu, l'argent n'appartiendra techniquement à aucun des joueurs. Il serait donc facile pour lui de voler tout l'argent et de disparaître sans laisser de traces. Il va sans dire que plus vous impliquez de personnes, plus vous risquez d'être trahi. Ce qui fait de la demande d'aide une stratégie très risquée. Malheureusement, il est clair que la jeune fille ne pourra pas gagner ce jeu toute seule. C'est donc le seul choix qu'elle avait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce scénario est très similaire à un problème de la théorie des jeux appelé le jeu de la confiance. Comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, il se passe beaucoup de choses en dessous, mais en surface, c'est plutôt simple. En 1995, des économistes ont mis en place une expérience visant à déterminer dans quelle mesure la confiance influencerait la prise de décision économique. Et pour ce faire, ils ont mis 2 étrangers face à face. Chacun a reçu de l'argent, et le premier joueur devait choisir le montant qu'il souhaitait donner à l'autre. Quelle que soit sa décision, cette somme allait être triplée, et donnée au second joueur. Le second joueur devait ensuite choisir la somme qu'il souhaitait rendre au premier. Les chercheurs avaient prédit que les 2 joueurs choisiraient d'agir de manière égoïste et qu'ils ne donneraient rien à leur adversaire. Mais ils se sont complètement trompés. Ils ont constaté que 94% des premiers joueurs avaient donné plus de la moitié de leur argent, triplant ainsi le montant du second joueur, qui pouvait donc en rendre plus que la somme initialement perçue. En d'autres termes, s'ils commençaient tous les deux avec 10 $, ils pouvaient terminer le jeu avec 15 $ chacun en jouant de manière coopérative ou jouer de manière égoïste et finir avec moins d'argent. La différence, c'est que dans ce jeu, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Mais ça ne signifie pas qu'il doit y avoir des perdants. Si la jeune fille et le prof avaient discuté pour savoir si ça valait la peine de risquer de passer le reste de leur vie avec des dettes écrasantes, ils seraient tous les deux arrivés à la conclusion qu'ils avaient plus à gagner en coopérant et en se faisant mutuellement confiance pour rendre leur propre argent après 30 jours. Certes, aucun des deux ne gagnerait, mais c'est le seul résultat où ils ne perdraient pas tous les deux. Le prof a commis une grave erreur en prenant tout l'argent, parce qu'il n'a pas laissé d'autre choix à son adversaire que de le lui voler, et ça l'a piégé lui, parce qu'il ne peut plus rien faire d'autre que de protéger l'argent, sans aucune autre option stratégique. Dans la théorie des jeux, cette situation est connue sous le nom d'équilibre de Nash, où le fait de savoir ce que va faire l'autre joueur ne change ni la stratégie ni le résultat. Vous reconnaîtrez peut-être ce nom dans le film A Beautiful Mind, qui raconte l'histoire de l'homme qui a donné son nom à cette théorie. Si j'étais le prof, je me serais rendu compte qu'il est beaucoup plus intelligent de lui voler la moitié de son argent et de la menacer ensuite de lui voler l'autre moitié. Ça peut sembler contre-intuitif, mais ça obligerait la jeune fille à choisir entre protéger ce qu'elle a déjà ou risquer de se le faire voler en essayant de récupérer le reste. C'est la meilleure décision que le prof aurait pu prendre, parce que s'il lui avait laissé ce choix, elle ne passerait pas tout son temps à essayer de le voler, et ça rendrait donc son argent moins susceptible de l'être. Le lendemain matin, le prof se réveille et voit de la fumée dans toute la pièce. Paniqué, il s'apprête à sortir en courant, mais il finit par rester dedans en essayant d'évacuer la fumée.
Il sort son téléphone pour appeler les pompiers, mais entend soudain un bruit derrière lui. Il se retourne et voit ses adversaires à l'extérieur. Akiyama lui révèle qu'ils l'ont piégé en lui faisant croire qu'il y avait un incendie pour découvrir où l'argent était caché. Et le prof admet qu'il se trouve dans sa maison, mais il leur dit qu'ils ne pourront jamais le prendre. Tout l'argent a été enfermé dans un coffre-fort très résistant, et l'escroc lui fait comprendre que ça ne les empêchera pas de gagner le jeu. Il quitte la maison et l'homme panique à l'idée de perdre tout l'argent. Mais Akiyama a un dernier tour dans son sac. Le lendemain soir, le prof consulte son courrier et découvre une lettre des concepteurs du jeu. Elle l'avertit que demain à 17 h, un agent sera envoyé pour chercher l'argent et annoncer la fin officielle du premier jeu. Le lendemain matin, le prof surveille sa maison et il protège le coffre-fort jusqu'à ce qu'il ne reste que 10 minutes avant la fin de la manche. Désespéré, Nao supplie l'escroc de faire quelque chose, sinon ils vont perdre. Mais il reste silencieux. Il semble avoir abandonné et la jeune fille quitte la pièce, déçue de lui avoir fait confiance. Arrivée chez le prof, elle le supplie de lui rendre son argent, mais il refuse et la pousse par terre. Elle ne peut rien faire parce que l'horloge indique déjà 17 h et l'homme comprend alors qu'il a gagné. L'agent est déjà arrivé devant sa maison, et le prof l'invite à entrer pour lui montrer l'argent. L'homme ouvre le coffre-fort et le laisse compter les 200 millions d'yens tout en célébrant sa victoire. Mais c'est sa plus grosse erreur. 1 heure plus tard, l'agent a presque fini de compter l'argent quand il entend soudain la sonnette de la porte. Confus, le prof se dirige vers la porte d'entrée, découvrant que d'autres agents sont venus récupérer l'argent. Mais c'est alors que l'autre homme passe devant eux pour s'en aller. Il se rend compte que quelque chose ne va pas et court dans son salon où il trouve l'escroc qui l'attend. Akiyama lui révèle que le premier agent était un imposteur qu'il avait engagé et qu'il avait remplacé la lettre par un faux document. Les vrais agents étaient censés venir ici à 18 h, ce qui signifie que le prof vient de perdre la partie. La manche étant officiellement terminée, Nao est déclarée gagnante et elle reçoit 100 millions d'yens en guise de récompense. La jeune fille rentre chez elle avec son nouvel ami, mais elle se rend compte que son prof ne pourra pas rembourser sa propre dette et qu'il sera ruiné à vie. Se sentant coupable, elle retourne chez lui et lui offre la moitié de l'argent qu'elle a gagné pour qu'il puisse rembourser une partie de sa dette. Mais ce sera sa plus grosse erreur. Ok, cette fille est beaucoup trop gentille. Son prof de collège était à 2 doigts de l'endetter et voilà qu'elle lui offre la moitié de ses gains. Elle doit aussi donner l'autre moitié à l'escroc pour son aide. Et donc, il ne lui reste plus rien. Heureusement, ils ont réussi à gagner le jeu. Mais le problème de leur stratégie est que si une seule chose avait mal tourné, leur adversaire aurait facilement gagné. Si quelque chose avait éveillé ses soupçons, il n'aurait eu qu'1 heure pour trouver un nouveau plan. Et c'est pas quelque chose que j'aurais été prête à risquer. On a besoin d'autant de temps que possible, et c'est pourquoi j'aurais essayé de lui voler son argent beaucoup plus tôt. Un des détails les plus importants, c'est que les règles stipulent explicitement que toute action entreprise pour voler l'argent ne sera pas considérée comme un crime. Il s'agit d'une règle très étrange, parce que si elle est vraie, ça implique que les forces de l'ordre sont non seulement au courant du jeu, mais qu'elles sont aussi contrôlées par l'agence Liar Game. Plus tôt, la fille est allée voir ce policier après s'être fait voler son argent. Mais elle n'a pas semblé réaliser à quel point c'est bizarre que les forces de l'ordre local lui recommandent de trouver un criminel pour l'aider. Il est impossible que ça se produise. À moins qu'elle ne travaille déjà pour le jeu. Et si c'est le cas, on a beaucoup plus d'options à explorer. Parce que ça veut dire qu'on pourrait s'introduire dans sa maison, l'attacher ou même le tuer sans avoir d'ennui. Bon, il n'y a aucune raison d'aller aussi loin. Mais il est essentiel de comprendre nos options pour s'assurer qu'on a un plan qui nous donne les meilleures chances de succès. Et attendre 1 heure avant la fin du jeu, c'est pas la meilleure stratégie ici. Si c'était moi, j'attendrais qu'il soit endormi, je m'introduirais chez lui avec une arme et je lui mentirais en lui disant qu'on le tuera s'il n'ouvre pas le coffre-fort. Ça l'obligerait à choisir entre sa vie et l'argent. Et c'est quelque chose qu'il ne voudra pas risquer en essayant de la confondre. Le jeu nous a donné la liberté d'utiliser la force brute comme option sans aucune conséquence. Et ne pas essayer cette dernière serait un vrai gâchis d'opportunité. Ce soir-là, Nao rentre chez elle quand elle voit Akiyama qui l'attend, et il lui remet sa moitié des gains. Il a changé d'avis, et la jeune fille part porter la mallette au prof, soulagée que l'homme puisse rembourser sa dette dans son intégralité. Plus tard, elle ramène Akiyama chez elle, mais en consultant son courrier, elle découvre quelque chose d'horrible. Il s'agit d'une nouvelle lettre des organisateurs lui annonçant qu'elle est qualifiée pour la 2e manche du Liar Game. Mais il y a un hic. Il s'assoit pour regarder la vidéo envoyée et le croupier lui dit qu'elle a 2 choix. Nao peut soit continuer à jouer, soit rembourser la moitié de ses gains et se retirer du tournoi. Mais si elle ne choisit pas à temps, l'agence l'obligera à rendre la totalité des 100 millions de yens par tous les moyens nécessaires. Elle a déjà donné tout son argent. Et ils réalisent tous les deux qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à jouer. Le lendemain matin, la jeune fille se rend au manoir où se déroulera le prochain jeu. Et l'agent lui demande de porter cette plaque porte-nom avant d'ouvrir les portes, révélant une pièce remplie d'autres participants. Soudain, un écran de télévision s'allume et le croupier leur souhaite la bienvenue pour la 2e manche. Mais c'est alors que l'escroc entre, annonçant qu'il a rejoint le tournoi. La jeune fille est choquée. L'homme lui explique qu'il est venu pour l'empêcher de jouer, mais qu'il est maintenant coincé ici comme tous les autres. Il s'apprête à lui raconter ce qui s'est passé, mais soudain les portes se ferment et le croupier commence à expliquer les règles. Tous les participants ont de petites pierres précieuses serties sur leur porte-nom, qui valent chacune 100 millions de yens, et ils doivent concourir pour le grand prix de 2,1 milliards de yens. Dans ce jeu, un joueur sera choisi pour poser une question fermée, dont on peut répondre par oui ou par non.
Les autres auront 6 heures pour voter pour une réponse. Tous ceux qui auront choisi la réponse ayant obtenu le moins de voix seront autorisés à rester, tandis que les perdants devront abandonner le tournoi et s'endetter de 100 millions d'yens. Ce procédé se poursuivra jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 joueurs, et si les gagnants refusent de participer au tour suivant, la moitié de leur argent leur sera retirée. Une fois les règles expliquées, le croupier annonce aux joueurs qu'ils vont organiser un tour d'entraînement avant que le véritable défi ne commence demain. Presque tous les joueurs sont nerveux, et Nao s'approche de l'escroc, curieuse de savoir comment il est devenu joueur. Akiyama explique qu'il est venu pour l'empêcher de participer à la deuxième manche, mais qu'à son arrivée, il a rencontré une joueuse qui s'était fait voler par un autre participant. Un agent lui a offert une chance de prendre la place de la femme, mais maintenant, il joue sa vie comme les autres. Plus tard, les joueurs se réunissent dans la salle pour la répétition et une des joueuses est choisie pour créer une question. Elle s'avance vers l'avant et demande aux joueurs « Êtes-vous une femme ?» On leur donne des cartes sur lesquelles figure un oui ou un non, et les joueurs doivent les utiliser pour voter. Mais le croupier les avertit que si les 2 cartes sont mises dans la boîte ou s'ils ne votent pas à temps, ils seront disqualifiés. Pour leur tour d'entraînement, ils disposeront de 10 minutes, et le compte à rebours commence. En regardant autour d'elle, Nao se rend compte qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Elle devrait donc être en minorité, mais comme le temps est compté, tout le monde dépose son vote dans l'urne. Ok, ce jeu est beaucoup plus intense. Au lieu d'essayer de prédire les actions d'un seul joueur, on doit maintenant tenir compte de 21 autres personnes, et chacune d'entre elles est prête à nous piéger pour gagner la partie. Ce sera pas facile de trouver une bonne stratégie, mais heureusement, ce scénario est en fait un vrai problème étudié en théorie des jeux, connu sous le nom de problème du bar d'El Farol. L'idée est que chaque soir, 100 personnes veulent se rendre au bar d'El Farol, mais celui-ci ne peut en accueillir que 60. Si elles sont plus nombreuses, il y aura trop de monde, mais tout le monde doit décider en même temps d'y aller ou non, sans connaître le choix des autres. C'est une situation très similaire à celle à laquelle ces joueurs sont confrontés, parce qu'ils veulent tous être en minorité. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons parler à nos adversaires pour recueillir des données, et ça pourrait nous aider à les manipuler pour qu'ils votent d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Étonnamment, il existe une solution mathématique au problème du bar d'El Farol, mais elle ne fonctionne qu'avec davantage de données provenant d'expériences antérieures. Et comme il ne s'agit que du premier tour du test, on doit déterminer comment les gens voteront sans cette équation pour le moment. On sait déjà qu'il y a plus d'hommes que de femmes, ce qui signifie que si tout le monde vote en fonction de son sexe, les femmes gagneront automatiquement en tant que minorité. Dès que les hommes s'en apercevront, je suis sûre que certains d'entre eux voteront dans l'autre sens, et il suffira que 3 hommes mentent pour que la minorité bascule. Il se peut que certaines femmes s'en rendent compte également, et changent leur vote. Mais il est plus probable que la majorité actuelle soit beaucoup plus nombreuse à changer de vote que l'inverse. En gardant tout ça à l'esprit, la solution évidente pour Nao ici est de voter non, et de voir ce qui se passe. Et même si on peut pas utiliser une stratégie pour chaque tour, c'est ce qui nous donnera le plus de chances de réussir ce test. Le décompte des résultats révèle que 15 personnes ont voté oui, et seulement 7 ont répondu non. Choquée, la fille ne comprend pas comment c'est possible, puisqu'il n'y a que 9 femmes, mais le croupier lui explique que la vérité n'a pas d'importance. Dans ce jeu, le but est de faire partie du groupe qui a le moins de voix, et il faut berner les autres pour qu'ils votent pour la majorité. Après ça, un agent dit aux joueurs qu'ils seront disqualifiés s'ils partent. Et comme ils n'ont pas d'autre choix, ils décident tous de rester. À l'étage, Akiyama trouve un plan astucieux, et il explique à la jeune fille qu'ils devront former une équipe de 8 personnes. S'ils unissent leurs forces pour partager leur vote entre oui et non, ils pourront s'assurer qu'au moins l'un d'entre eux remportera le prix. Le gagnant pourra alors se retirer du tournoi en payant la taxe pour son abandon, et tout ce qui restera sera alors partagé avec les autres. De cette façon, ils recevront chacun au moins 40 millions de yens. Mais il y a un problème. La joueuse qu'Akiyama a remplacée a déclaré que tout son argent lui a été volé, mais son voleur est quelqu'un dans ce tournoi. Et la seule chose qu'ils savent est qu'il s'agit d'une femme. Si elle venait à rejoindre l'équipe, elle pourrait facilement les trahir. Mais c'est alors que Nao a une idée. La jeune fille réalise que s'il n'y a pas d'autres femmes dans le groupe, la voleuse ne pourra pas profiter de leur stratégie, et elle quitte la pièce pour aller chercher des alliés. Elle revient avec 6 autres hommes, et une fois le groupe réuni, Akiyama leur fait signer un contrat promettant que le gagnant partagera l'argent. Mais un des hommes demande qui pourrait être la mystérieuse voleuse. Nao avoue qu'il pense qu'il s'agit de la femme aux lunettes de soleil, et l'intello est d'accord. Il se dit que puisqu'elle a dû voler le chèque, la femme n'a pas peur de perdre et de s'endetter. C'est tout à fait logique. Le groupe est persuadé de gagner, mais personne ne se doute qu'il y a déjà un traître parmi eux. Le lendemain matin, les joueurs se réunissent pour le premier tour du jeu, et le geek reçoit l'ordre de venir sur scène. Debout à l'avant, il demande si la plage est mieux que la montagne. Les membres de l'équipe passent les 6 heures suivantes à rassembler des informations sur leurs adversaires, et ils votent tous dans les dernières secondes du jeu. Les résultats sont comptabilisés, et le premier tour se termine par 10 oui contre 12 non. Tout se passe comme prévu jusqu'à présent. Mais la femme aux lunettes de soleil survit au tour, et ça ne fait que la rendre plus suspecte. Ok, c'était brutal. 12 joueurs viennent d'être exclus du jeu. Mais la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à présent, la stratégie d'Akiyama semble fonctionner. Il a divisé son équipe en 2, 4 d'entre eux ont voté oui, et 4 d'entre eux ont voté non. Ça garantit qu'au moins un membre du groupe se présentera au dernier tour, et sera contractuellement obligé de partager l'argent de la récompense. Le plus gros problème ici, c'est que la coopération rend les autres vulnérables. Mais Akiyama n'a pas réalisé qu'il existait un meilleur moyen de garantir la victoire au jeu.
On doit encourager la coopération autant que possible. Et c'est pourquoi si c'était moi, au lieu de rassembler les hommes, je ferais exactement l'inverse, et je rassemblerais les femmes pour former notre équipe. Sur la base de ce qu'on sait à ce stade, on peut supposer que la voleuse est susceptible d'être dans le groupe. Et c'est exactement ce qu'on veut. L'inclusion de la voleuse nous aidera à l'identifier plus rapidement. Et la sagesse antique nous dit de garder nos ennemis proches, mais nos ennemis encore plus. Ça nous permettra de surveiller son activité et d'élaborer des plans pour pouvoir la contrer. Tout ce qui limite les options de vos adversaires est souvent la meilleure des stratégies. Et quand il y a déjà une bonne incitation à les faire coopérer, il est fort possible qu'ils acceptent les conditions au lieu de travailler contre nous. Alors qu'il reste 10 joueurs, l'escroc se rend compte que son idée pourrait échouer, mais il insiste pour qu'il s'en tienne à sa stratégie. C'est alors que ce type est choisi pour présenter la prochaine question. Il s'avance sur l'estrade et demande au groupe s'ils sont sadiques ou non. Sentant que quelque chose ne va pas, l'escroc dit à Nao de voter non à ce tour, tandis que lui votera oui. La jeune fille est confuse, mais elle suit son conseil. En les entendant, l'intello lui demande pourquoi Akiyama a soudain changé les votes, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter. Une fois cette question réglée, les joueurs font leur choix. Et quand les bulletins sont comptés, les résultats montrent que 6 personnes ont voté non. Nao, qui vient de perdre la manche, quitte le tournoi en espérant que son équipe va gagner. Mais quand elle se retourne, la jeune fille voit quelque chose de choquant. La femme aux lunettes de soleil est toujours dans le jeu, et si elle est bien la voleuse, elle pourrait ruiner le plan d'Akiyama. Le lendemain matin, les 4 joueurs restants entament la 3e manche du jeu, et l'intello est appelé à poser une question. Debout devant le groupe, il leur demande s'il va gagner, et le compte à rebours commence. Ensuite, il s'approche d'Akiyama et vérifie avec lui comment ils doivent voter. Si tout se passe comme prévu, cette manche va enfin se terminer. Mais bientôt, tout le monde saura qui est le voleur. Plus tard, alors que les participants votent, l'intello remarque que l'escroc plie sa carte en un petit carré. Curieux, il lui demande pourquoi, et le type lui répond que ça garantira qu'il sera tiré en dernier. Il dépose sa carte de vote dans l'urne, et l'agent commence à annoncer les résultats, révélant qu'au moins 2 personnes ont toutes 2 choisi de répondre non. Ça signifie qu'il suffit qu'un seul membre de l'équipe ait choisi oui pour qu'il gagne. Soudain, Nao fait irruption dans la pièce. Elle est revenue pour voir comment s'est déroulé le jeu avec les autres perdants, mais on leur dit de rester à l'écart. Remarquant sa joie, cette femme demande pourquoi la fille est si excitée. Et l'intello l'interrompt, révélant qu'ils ont formé une équipe ensemble. Mais il la traite ensuite d'idiote. Il faisait seulement semblant de travailler avec eux, et était en fait le voleur pendant tout ce temps. Et il montre à tout le monde le chèque qu'il a volé à l'autre joueuse. Pour ne rien arranger, sa signature sur le contrat est fausse, ce qui signifie qu'il n'a pas à partager l'argent de ses gains avec eux. La fille ne comprend pas pourquoi il est si sûr de gagner, mais l'intello décide d'expliquer son plan d'action. Il a copié la stratégie d'Akiyama et a formé 2 autres équipes. Ainsi, il pouvait s'assurer d'être toujours dans la minorité puisqu'il était membre des 3 équipes. Mais il ne votait qu'une seule fois et ça faisait pencher la balance. En sachant exactement ce que les autres choisiraient, il devenait le point de rupture d'égalité. Et il pouvait passer chaque vote en toute sécurité sans que personne d'autre ne le sache. Ok, ce type est un génie. Après avoir rejoint l'équipe d'Akiyama, il a réalisé qu'il y avait exactement assez de joueurs pour que la stratégie fonctionne dans son propre intérêt. Et il a réussi à faire croire à tous les autres qu'il était aussi de leur côté. Mais il y a une stratégie possible qui aurait pu complètement compromettre sa capacité à réussir. Plus tôt, tous les joueurs ont reçu ces plaques nominatives qui représentent l'argent avec lequel ils jouent. L'agent a même prévenu la jeune fille qu'elle devait la garder sur elle en permanence, ce qui signifie que si elle disparaissait, elle pourrait ne pas être en mesure de jouer, ni même de continuer à jouer par la suite. Maintenant, ils ont déjà passé une nuit ici, et on peut raisonnablement supposer qu'ils auront enlevé leur plaque d'identification avant de s'endormir. Ça crée une opportunité très intéressante, parce que si quelqu'un oublie de fermer sa porte à clé la nuit, on pourrait facilement entrer dans sa chambre et voler 100 millions d'yens sans que personne ne le sache. Si cette stratégie était appliquée par un de ses joueurs et que quelqu'un votait sans son porte-nom sur lui le lendemain matin, le vote de cette personne pourrait être qualifié de vote nul. Et quelque chose comme ça pourrait facilement faire basculer la balance d'une majorité à une minorité. On ne sait pas si cette stratégie est contraire aux règles, mais il y a de bonnes raisons de penser qu'elle devrait être possible. Il a déjà été établi dans le jeu précédent que prendre l'argent de quelqu'un était non seulement autorisé, mais aussi encouragé. Et ils ont même laissé le voleur participer au second tour, après qu'il ait volé le chèque de l'autre femme. Il est donc raisonnable de supposer qu'il est possible pour nous de continuer à voler pendant ce jeu-là. Maintenant, si on avait été attentif, on aurait vu que de nombreux signes nous indiquaient que ce type était bien plus suspect qu'il n'y paraissait. Lors de leur première rencontre, Nao a admis qu'il y avait un voleur dans le jeu, mais l'intello a immédiatement indiqué pourquoi la fille aux lunettes de soleil était la joueuse la plus suspecte, et il a suggéré qu'ils devraient tous chercher des motifs pour prouver que c'est elle la voleuse. Il a aussi continué à demander à Akiyama ce qu'il allait voter, alors que ses instructions avaient déjà été données. C'est un comportement suspect. Et plus quelqu'un est curieux, plus il est probable qu'il veuille utiliser ces informations pour son propre compte. Si j'étais Akiyama, j'aurais commencé à le considérer comme un risque au vu de son comportement. Et j'aurais essayé de prendre des précautions juste au cas où quelque chose d'inattendu se produirait. Si on considère la situation de ce point de vue, il y avait de nombreux signes qui nous auraient donné une raison suffisante d'identifier l'intello et de décider de voler son porte-nom comme assurance, juste au cas où il nous trahirait. Si nos soupçons étaient erronés, il nous suffirait de lui rendre la plaque au moment de son vote et de continuer le jeu. Tout à coup, l'agent annonce que l'intello a voté oui.
et qu'il est à 2 doigts de remporter le jeu. Mais à la surprise générale, c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'Akiyama a également voté oui. Ça signifie qu'il y a égalité des voix, et qu'il faudra procéder à un nouveau tour. Mais l'intello est furieux, et il exige de savoir comment son plan a pu échouer. Amusé, l'escroc explique qu'il s'est dit que quelqu'un d'autre avait dû copier son idée après que presque tout le monde ait perdu au premier vote, parce que personne n'avait l'air contrarié en perdant. La seule raison pour laquelle les participants restaient tous calmes était qu'ils aient tous une stratégie qui leur garantissait la victoire. Mais Akiyama était assez intelligent pour comprendre que c'était l'intello le voleur. Et depuis longtemps. La première question était de savoir pourquoi le mystérieux voleur s'était déguisé. Mais l'escroc s'est rendu compte que ça n'avait de sens que s'il jouait par procuration pour quelqu'un d'autre. L'intello avait inscrit un prénom mixte sur son porte-nom, ce qui l'a aidé à cacher qu'il jouait à la place d'une femme. Il s'est déguisé en femme pour participer au Liar Game, mais il a utilisé son déguisement pour profiter de l'autre joueuse et lui voler son argent avant le début de la manche. Une fois à l'intérieur, il a enlevé son déguisement et personne n'a soupçonné qu'il s'agissait de lui, parce qu'ils pensaient tous que la coupable était une femme. Il a ensuite essayé de les convaincre que la femme aux lunettes de soleil était la voleuse. Mais Akiyama explique qu'il a commis une énorme erreur. Plus tôt, il a mentionné que la femme avait dû voler un chèque au lieu d'argent liquide. Mais personne d'autre ne connaissait cette information, et ça laissait supposer que c'était cet intello qui était le vrai voleur. Furieux, l'homme affirme qu'il lui reste encore un tour pour gagner le jeu, et il continue à jouer. Mais cette fois, l'agent choisit Akiyama pour poser la dernière question. Il monte sur l'estrade et demande si la chose la plus importante dans la vie est l'argent. Et il montre soudain sa carte réponse à toute la salle avant de la laisser tomber dans l'urne. Les autres n'en croient pas leurs yeux, mais l'escroc leur explique qu'il ne reste plus que 3 joueurs pour voter, qu'il sera impossible pour le dernier joueur de rejoindre la minorité et qu'il est donc assuré de gagner. Ils ont maintenant 6 heures pour voter, et cet homme essaie de comprendre ce que les autres vont faire, quand il a soudain une idée brillante. Il s'approche de l'intello et lui propose de former une nouvelle équipe, en répartissant leurs votes entre les 2 choix afin qu'aucun d'entre eux ne perde. C'est une bonne stratégie, mais l'intello lui fait remarquer que tous les autres ont entendu son plan, et qu'ils vont se retrouver à égalité. C'est alors que la femme s'approche d'eux et leur lance une bombe de vérité, révélant que tout ce qu'ils ont à faire pour battre l'escroc, c'est de former une équipe plus importante avec 3 personnes. Les hommes ont du mal à le croire et soulignent qu'il n'y aura pas assez d'argent pour rembourser les dettes des autres membres de l'équipe. Mais la femme a l'intention de passer à l'étape suivante. Ça signifie que la moitié de leur gain ne sera pas prise par les agents. Et elle demande une plus grande part de la récompense, ce qui laissera un peu plus d'1 million d'yens à l'intello en guise de punition pour sa trahison. Ok, c'est une stratégie risquée, mais il y a quand même de bonnes chances qu'elle soit payante si on est prudent. Akiyama utilise le temps à bon escient en votant en premier pour que tout le monde puisse le voir, et ce geste lui donne instantanément l'avantage. Le joueur suivant est forcé de voter oui, parce que le seul autre choix est de se rallier à la majorité, ce qui le ferait perdre instantanément. Cette stratégie aurait pu être utilisée plus tôt dans le jeu, mais elle aurait été beaucoup moins efficace. La raison en est que lorsqu'il y a plus de personnes, il est plus difficile de visualiser les résultats finaux. Mais dans un groupe de 4, les joueurs peuvent facilement voir comment chaque vote affectera le résultat final. Le plus intéressant, c'est que personne ne s'est précipité pour être le deuxième joueur à voter. On veut s'assurer que notre vote ne sera pas piégé dans la majorité. Donc celui qui vote en 2e position sera plus en sécurité. Mais celui qui votera en 3e position aura plus de chances de perdre, parce qu'il établira la majorité, quel que soit le côté qu'il choisira. Le 4e joueur aura une chance d'égaliser le jeu, mais si personne d'autre ne montre son vote avant de l'exprimer, il pourrait choisir le mauvais côté et forcer la majorité par accident. En tant que 2e votant, on a 33% de chance de gagner, ce qui est bien mieux que 0. La formation d'une nouvelle équipe présente également moins d'avantages, parce que si elle gagne, elle est contractuellement tenue de partager tous les gains. Et comme il y aura 2 équipes entières pour se les partager au lieu d'une, ils n'obtiendront que la moitié de ce qu'ils devaient gagner auparavant. Cette femme a complètement changé la dynamique en décidant de participer au 3e tour, ce qui double le montant du prix, et fait de la constitution d'une équipe une stratégie intéressante. Maintenant, dans une situation où les gens agissent de manière égoïste, l'approche la plus intelligente consiste à les forcer à penser que le seul moyen d'en tirer profit est de coopérer. Un excellent exemple de cette approche a été présenté dans une émission intitulée Golden Balls, dont le principe était un problème relevant de la théorie des jeux appelé le dilemme du prisonnier. 2 joueurs devaient décider soit de voler tout l'argent du prix, soit de se le partager entre eux. Mais s'ils décidaient tous les 2 de le voler, ils ne recevaient rien. Ce qui est fascinant, c'est que cet homme a brisé le jeu à lui tout seul. Sa stratégie a consisté à dire à son adversaire qu'il allait voler l'argent, mais en lui promettant de partager l'argent après l'émission. Ça peut paraître dingue, parce que s'il avait vraiment voulu partager l'argent, il aurait pu choisir le partage. Mais ce qui est génial ici, c'est qu'il n'a pas laissé à l'autre la possibilité de voler l'argent pour lui-même. N'ayant pas d'autre choix, il a décidé de partager. Et il a découvert plus tard que son adversaire avait également choisi de partager. Les producteurs ont reconnu que cette stratégie allait briser le jeu, et ils ont arrêté l'émission la même saison. C'est un excellent exemple de la raison pour laquelle la meilleure stratégie consiste parfois à convaincre votre adversaire que son seul choix est de coopérer. Et s'il vous croit, vous pourriez tous les 2 obtenir ce que vous voulez à la fin. Désespéré de rester dans le jeu, l'homme les supplie de transformer le vote en match nul. Et la femme accepte. Mais elle insiste pour mettre les bulletins de chacun dans l'urne à leur place. C'est le moyen le plus simple de s'assurer que personne ne peut tricher. Et elle met toutes les cartes dans l'urne. Mais c'était là leur plus grosse erreur.
L'intello confronte Akiyama, persuadé qu'il va perdre. Mais c'est alors qu'il se lève et révèle qu'ils viennent d'être dupés. L'agent commence à annoncer les résultats finaux, mais soudain, elle leur dit que la femme a voté oui, ce qui fait que leur équipe a la majorité. Les hommes ne comprennent pas ce qui s'est passé, et Akiyama explique qu'il travaille avec la femme. Elle révèle qu'elle n'a jamais voulu passer au jeu suivant, et qu'elle a secrètement élaboré un plan avec l'escroc pour éliminer les adversaires restants en incitant l'intello à demander un match nul. La seule chose qu'Akiyama a dû faire pour convaincre la femme a été de la laisser garder sa plaque en guise d'assurance, ce qui signifie que l'intello a perdu. Soudain, le croupier annonce que le deuxième tour est terminé, et que le gagnant peut réclamer son prix. L'agent l'emmène dans une autre pièce et lui remet sa récompense de 2,1 milliards de yens, en lui disant qu'il peut soit continuer à jouer, soit rendre la moitié de son argent pour pouvoir quitter le jeu. Après avoir pris sa décision, il rentre chez lui avec Nao, qui lui demande combien d'argent il a donné à la femme aux lunettes de soleil. Il lui révèle qu'elle a reçu 1,2 milliard de yens, et que le reste de son prix servira à rembourser les dettes de tout le monde. La jeune fille ne comprend pas comment il peut avoir autant d'argent. Mais l'homme révèle qu'il va entrer dans le 3e tour, et continuer à jouer jusqu'à ce qu'il puisse enfin confronter les cerveaux. Le lendemain matin, la jeune fille tente d'appeler Akiyama, inquiète que ce soit trop dur à gérer, mais il refuse de répondre. Soudain, elle entend frapper à sa porte, mais quand elle l'ouvre, elle voit le faux flic qui l'attend de l'autre côté. Elle essaie immédiatement de la refermer en lui criant de la laisser tranquille, mais il lui révèle qu'elle pourrait aider l'escroc. Se sentant coupable, la jeune fille le laisse entrer et il lui dit que dans 3 jours, il y aura un jeu privé de repêchage pour les perdants du 2e tour. Si elle le gagne, Nao aura une chance d'avoir assez d'argent pour payer les frais d'abandon d'Akiyama. Mais la jeune fille est terrifiée. Elle n'aura aucune aide cette fois-ci, et l'homme lui fait comprendre que c'est la seule occasion que l'agence LGT lui donnera de sauver son ami. 3 jours plus tard, elle se rend sur le lieu du repêchage, où l'agent l'accueille à nouveau dans le tournoi. Elle entre dans la salle d'arcade et la jeune fille retrouve plusieurs perdants de la dernière partie. Mais c'est alors qu'elle se rend compte que le voleur Fukunaga est également présent. Et il est clairement furax d'avoir perdu. Tout à coup, l'écran de télévision s'allume et le croupier leur souhaite la bienvenue pour leur prochain défi. Leur objectif est de voler 100 millions de yens, et ceux qui gagneront seront obligés de jouer au prochain tour. Mais ça les rend tous furieux. Ils sont tous venus ici dans l'espoir de rembourser leurs dettes. Mais le croupier leur fait comprendre que les gagnants pourront non seulement rembourser ce qu'ils doivent, mais aussi remporter une énorme somme d'argent. Aucun d'entre eux ne peut se permettre de refuser l'offre, et les joueurs décident de rester, sachant que c'est leur seule véritable option. Sur ce, les portes sont verrouillées de l'intérieur et le croupier explique qu'ils doivent d'abord choisir une personne à exclure du tournoi afin que le gagnant de ce tour de repêchage puisse prendre sa place. Nao est terrifiée par ce qui est sur le point de se produire. Et bientôt, elle devra passer par 4 autres manches pour finalement échapper au tournoi du Liar Game. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Liar Game? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!